Chapitre 6 de la grande et gracieuse enquête que firent le curé et le barbier dans la bibliothèque de notre ingénieux Hidalgo. Lequel dormait encore? Le curé demanda à la nièce les clefs de la chambre où se trouvaient les livres auteurs du dommage, et de bon cœur elle les lui donna. Ils entrèrent tous, la gouvernante à leur suite, et ils trouvèrent plus de 100 gros volumes, fort bien reliés, et quantité d'autres petits. Dès que la gouvernante les aperçut, elle sortit de la chambre en grande hâte et revint bientôt apportant une écuelle d'eau bénite avec un goupillon. « Tenez, seigneur licencié, dit-elle, arrosez cette chambre de peur qu'il n'y ait ici quelque enchanteur de ceux dont les livres sont pleins, et qu'il ne nous enchante en punition de la peine que nous voulons leur infliger en les chassant de ce monde. » Le curé se mit à rire de la simplicité de la gouvernante et dit au barbier de lui présenter ses livres un à un pour voir de quoi ils traitaient, parce qu'il pouvait s'en rencontrer quelques-uns dans le nombre qui ne méritassent pas le supplice du feu. « Non, non, s'écria la nièce, il n'en faut épargner aucun, car tous ont fait le mal. Il vaut mieux les jeter par la fenêtre dans la cour, en faire une pile et y mettre le feu, ou bien les emporter dans la basse-cour, et là nous ferons le bûcher pour que la fumée n'incommode point. » La gouvernante fut du même avis, tant elle désirait toutes deux la mort de ces pauvres innocents. Mais le curé ne voulut pas y consentir sans en avoir au moins lu les titres. Et le premier ouvrage que maître Nicolas lui remit dans les mains fut les 4 volumes d'Amadis de Gaule. Il semble, dit le curé, qu'il y ait là-dessous quelque mystère, car, selon ce que j'ai ouï dire, c'est là le premier livre de chevalerie qu'on ait imprimé en Espagne. Tous les autres ont pris de celui-là naissance et origine. Il me semble donc que, comme fondateur d'une si détestable secte, nous devons sans rémission le condamner au feu. Non pas, seigneur, répondit le barbier, car j'ai ouï dire aussi que c'est le meilleur de tous les livres de cette espèce qu'on ait composé. Et comme unique en son genre, il mérite qu'on lui pardonne. C'est également vrai, dit le curé. Pour cette raison, nous lui faisons, quant à présent, grâce de la vie. Voyons cet autre qui est à côté de lui. Ce sont, répondit le barbier, les prouesses d'Esplandian, fils légitime d'Amadis de Gaule. Pardieu, dit le curé, il ne faut pas tenir compte au fils des mérites du père. Tenez, dame gouvernante, ouvrez la fenêtre et jetez-les à la cour. C'est lui qui commencera la pile de feu de joie que nous allons allumer. La gouvernante ne se fit pas prier, et le brave Esplandian s'en alla en volant dans la cour attendre avec résignation le feu qui le menaçait. À un autre, dit le curé. Celui qui vient après, dit le barbier, c'est Amadis de Grèce. Et tous ceux du même côté sont, à ce que je crois bien, du même lignage des Amadis. Eh bien, dit le curé, qu'ils aillent tous à la basse-cour, car plutôt que de ne pas brûler la reine Pintinkisnestra et le berger d'Arinel et ses églogues et les propos alambiqués de leurs auteurs, je brûlerai avec eux le père qui m'a mis au monde s'il apparaissait sous la figure du chevalier errant. C'est bien mon avis, dit le barbier, et le mien aussi, reprit la nièce. Ainsi donc, dit la gouvernante, passez-les et qu'ils aillent à la basse-cour. On lui donna le paquet, car ils étaient nombreux, et pour épargner la descente de l'escalier, elle les envoya par la fenêtre de haut en bas. Quel est ce gros volume? demanda le curé. C'est, répondit le barbier, Don Olivante de Lora. L'auteur de ce livre, reprit le curé, est le même qui a composé le Jardin des fleurs, et en vérité je ne saurais guère décider lequel des 2 livres est le plus véridique, ou plutôt le moins menteur. Mais ce que je sais dire, c'est que celui-ci ira à la basse-cour comme un extravagant et un présomptueux. Le suivant, dit le barbier, est Florismart d'Hyrcanie. Ah ah, répondit le curé, le seigneur Florismart se trouve ici, par ma foi, qui se dépêche de suivre les autres, en dépit de son étrange naissance et de ses aventures rêvées, car la sécheresse et la dureté de son style ne méritent pas une autre fin. À la basse-cour, celui-là, et cet autre encore, dame gouvernante. Très volontiers, seigneur, répondit-elle, et déjà elle se mettait gaiement en devoir d'exécuter cet ordre. Celui-ci est le chevalier Platir, dit le barbier. C'est un vieux livre, reprit le curé, mais je n'y trouve rien qui mérite grâce, qu'il accompagne donc les autres sans réplique.
Ainsi fut fait. On ouvrit un autre livre, et l'on vit qu'il avait pour titre Le Chevalier de la Croix. Un nom aussi saint que ce livre le porte, dit le curé, mériterait qu'on fît grâce à son ignorance. Mais il ne faut pas oublier le proverbe « Derrière la croix se tient le diable. Qu'il aille au feu !» Prenant un autre livre, « Voici, dit le barbier, le miroir de chevalerie. »« Ah, je connais déjà sa seigneurie, dit le curé. On y rencontre le seigneur Renaud de Montauban, avec ses amis et ses compagnons, tous plus voleurs que Cacus, et les 12 pairs de France, et leur véridique historien Turpin. Je suis par ma foi d'avis de ne les condamner qu'à un bannissement perpétuel, et cela parce qu'ils ont eu quelque part dans l'invention du fameux Matteo Boriardo, d'où a tissé sa toile le poète chrétien Ludovic Arioste. Quant à ce dernier, si je le rencontre ici, et qu'il parle une autre langue que la sienne, je ne lui porterai nul respect, mais s'il parle en sa langue, je l'élèverai par vénération au-dessus de ma tête. Moi je l'ai en italien, dit le barbier, mais je n'entends pas. Il ne serait pas bon non plus que vous l'entendissiez, répondit le curé, et mieux aurait valu que ne l'entendît pas davantage un certain capitaine, qui ne nous l'aurait pas apporté en Espagne pour le faire castillan, car il lui a bien enlevé de son prix. C'est au reste ce que feront tous ceux qui voudront faire passer les ouvrages en vers dans une autre langue. Quelque soin qu'ils mettent et quelque habileté qu'ils déploient, jamais ils ne les conduiront au point de leur première naissance. Mon avis est que ce livre et tous ceux qu'on trouvera parlant de ces affaires de France soient descendus et déposés dans un puits sec, jusqu'à ce qu'on décide avec plus de réflexion ce qu'il faut faire d'eux. J'accepte toutefois un certain Bénard del Carpio, qui doit se trouver par ici, et un autre encore, appelé Roncevaux, lesquels, s'ils tombent dans mes mains, passeront aussitôt dans celle de la gouvernante, et de là, sans aucune rémission, dans celle du feu. De tout cela, le barbier demeura d'accord, et trouva la sentence parfaitement juste, tenant son curé pour si bon chrétien, et si aimant de la vérité, qu'il n'aurait pas dit autre chose qu'elle pour toutes les richesses du monde. En ouvrant un autre volume, il vit que c'était Palmerin d'Olive, et près de celui-là s'en trouvait un autre qui s'appelait Palmerin d'Angleterre. À cette vue, le licencié s'écria « Cette olive, qu'on la broie et qu'on la brûle, et qu'il n'en reste pas même de cendre, mais cette palme d'Angleterre, qu'on la conserve comme chose unique, et qu'on fasse pour elle une cassette aussi précieuse que celle qu'Alexandre trouva dans les dépouilles de Darius, et qu'il dessina à renfermer les œuvres du poète Homère. Ce livre-ci, seigneur compère, est considérable à 2 titres. D'abord parce qu'il est très bon en lui-même, ensuite parce qu'il passe pour être l'ouvrage d'un spirituel et savant roi du Portugal. Toutes les aventures du château de Miraguarda sont excellentes et d'un heureux enlacement. Les propos sont clairs, sensés, de bon goût et toujours appropriés au caractère de celui qui parle, avec beaucoup de justesse et d'intelligence. Je dis donc, sauf votre meilleur avis, seigneur maître Nicolas, que ce livre et l'Amadis de Gaulle soient exemptés du feu, mais que tous les autres, sans plus de demandes et de réponses, périssent à l'instant. Non, non, seigneur compère, répliqua le barbier, car celui que je tiens est le fameux Don Bellianis. Quant à celui-là, reprit le curé, ses 2e, 3e et 4e parties auraient besoin d'un peu de rhubarbe pour purger leur trop grande bile. Il faudrait en noter aussi toute cette histoire du château de la renommée et quelque autre impertinence de même étoffe. Pour cela, on peut lui donner le délai d'outre-mer, et s'il se corrige ou non, l'on usera envers lui de miséricorde ou de justice. En attendant, gardez-les chez vous, compère, et ne les laissez lire à personne. J'y consens, répondit le barbier. Et sans se fatiguer davantage à feuilleter des livres de chevalerie, le curé dit à la gouvernante de prendre tous les grands volumes et de les jeter à la basse-cour. Il ne parlait ni à sot ni à sourd, mais bien à quelqu'un qui avait plus envie de les brûler que de donner une pièce de toile à faire au tisserand, quelque grande et fine qu'elle pût être. Elle en prit donc 7 ou 8 d'une seule brassée et les lança par la fenêtre. Mais voulant trop en prendre à la fois, un d'eux était tombé aux pieds du barbier, qui le ramassa par envie de savoir ce que c'était, et lui trouva pour titre « Histoire du fameux chevalier Tyran le Blanc ».
Bénédiction, dit le curé en jetant un grand cri. Vous avez là Tyran le Blanc? Donnez-le vite, compère, car je réponds bien d'avoir trouvé en lui un trésor d'allégresse et une mine de divertissement. C'est là que se rencontrent donc Kiri Ellison de Montalban, un valeureux chevalier, et son frère Thomas de Montalban, et le chevalier de Fonseca, et la bataille que livra au dogue le valeureux tyran, et les finesses de la demoiselle plaisir de ma vie, avec les amours et les ruses de la veuve reposée, et madame l'impératrice amoureuse d'Hippolyte son écuyer. Je vous le dis en vérité, seigneur compère, pour le style, ce livre est le meilleur du monde. Les chevaliers y mangent, y dorment, y meurent dans leur lit, y font leur testament avant de mourir, et l'on y compte 1000 autres choses qui manquent à tous les livres de la même espèce. Et pourtant, je vous assure que celui qui l'a composé méritait, pour avoir dit tant de sottises, sans y être forcé, qu'on l'envoyât ramer aux galères tout le reste de ses jours. Emportez le livre chez vous et lisez-le, et vous verrez si tout ce que j'en dis n'est pas vrai. Vous serez obéi, répondit le barbier, mais que ferons-nous de tous ces petits volumes qui restent? Ceux-là, dit le curé, ne doivent pas être des livres de chevalerie mais de poésie. Il en ouvrit un et vit que c'était la Diane de Jorge de Montemayor. Croyant qu'ils étaient tous de la même espèce, ceux-ci, dit-il, ne méritent pas d'être brûlés avec les autres, car ils ne feront jamais le mal qu'ont fait ceux de la chevalerie. Ce sont des livres d'innocentes récréations sans danger pour le prochain. Ah bon Dieu, monsieur le curé, s'écria la nièce, vous pouvez bien les envoyer rôtir avec le reste, car si mon oncle guérit de la maladie de chevalerie errante, en lisant cela, il n'aurait qu'à imaginer de se faire berger et de s'en aller par les prés et les bois chantant et jouant de la musette, ou bien de se faire poète, ce qui serait pire encore, car c'est, à ce qu'on dit, une maladie incurable et contagieuse. Cette jeune fille a raison, dit le curé, et nous ferons bien d'ôter à notre ami si facile à broncher de cette occasion de rechute. Puisque nous commençons par la Diane de Montemayor, je suis d'avis qu'on ne la brûle point, mais qu'on en ôte tout ce qui traite de la sage Félicie et de l'onde enchantée, et presque tous les grands vers, qu'elle reste, j'y consens de bon cœur, avec sa prose et l'honneur d'être le premier de ces sortes de livres. Celui qui vient après, dit le barbier, est Diane appelée la seconde du Salmantin, puis un autre portant le même titre, mais dont l'auteur est Gilles Polo. Pour celle du Salmantin, répondit le curé, qu'elle aille augmenter le nombre des condamnés de la basse-cour, et qu'on garde celle de Gilles Polo, comme si elle était d'Apollon lui-même. Mais passons outre, seigneur compère, et dépêchons-nous, car il se fait tard. Celui-ci, dit le barbier, qui en ouvrait un autre, renferme les 10 livres de fortune d'amour composés par Antonio de Lofraso, poète de Sardaigne. Par les ordres que j'ai reçus, s'écria le curé, depuis qu'Apollon est Apollon, les muses des muses et les poètes des poètes, jamais on n'a composé livre si gracieux et si extravagant. Dans son espèce, c'est le meilleur et l'unique de tous. Ceux qui ont paru à la clarté du jour et qui ne l'a pas lu peut se vanter de n'avoir jamais rien lu d'amusant. Amenez ici, compère, car je fais plus de ce cas de l'avoir trouvé que d'avoir reçu un cadeau, une soutane de taffetas de Florence. Et il le mit à part avec une grande joie. Ceux qui suivent, continua le barbier, sont le pasteur d'Ibérie, les nymphes de Hénarès et les remèdes à la jalousie. Il n'y a rien de mieux à faire, dit le curé, que de les livrer au bras séculier de la gouvernante et qu'on ne se demande pas le pourquoi, car je n'aurai jamais fini. Voici maintenant le berger de Philida. Ce n'est pas un berger, dit le curé, mais bien un sage et ingénieux courtisan, qu'on le garde comme une réplique. Ce grand-là qui vient ensuite, dit le barbier, s'intitule Trésor de poésie variée. Si elles étaient moins nombreuses, reprit le curé, elles n'en vaudraient que mieux. Il faut que ce livre soit sarclé et chardonné et débarrassé de quelques bassesses qui nuisent à ses grandeurs. Qu'on le garde pourtant parce que son auteur est mon ami et par respect pour ses autres œuvres, plus relevées et plus héroïques. Celui-là, continua le barbier, est le chansonnier de Lopez Maldonado. L'auteur de ce livre, répondit le curé, est encore un de mes bons amis. Dans sa boucle, ses vers ravissent ceux qui les entendent, et telle est la suavité de sa voix, que lorsqu'il les chante, il enchante. Il est un peu long dans les églogues,
Mais ce qui est bon n'est jamais de trop, qu'on le mette avec les réservés. Mais quel est le livre qui est tout près? C'est la Galatée de Miguel de Cervantes, répondit le barbier. Il y a bien des années, reprit le curé, que ce Cervantes est un de mes amis, et je sais qu'il est plus versé dans la connaissance des infortunes que dans celle de la poésie. Son livre ne manque pas d'heureuses inventions, mais il propose et ne conclut rien. Attendons la seconde partie qu'il promet. Peut-être qu'en se corrigeant, il obtiendra tout à fait la miséricorde qu'on lui refuse aujourd'hui. En attendant, seigneur compère, gardez-le reclus en votre logis. Très volontiers, répondit maître Nicolas. Et voici 3 autres qui viennent ensemble. Ce sont l'Araucana de Don Alonso de Ercilla, l'Austriada de Juan Rufo, juré de Cordoue, et le Monserrate de Cristóbal de Virués, poète valencien. Tous les 3, dit le curé, sont les meilleurs qu'on ait écrits en vers héroïques dans la langue espagnole, et ils peuvent le disputer aux plus fameux d'Italie. Qu'on les garde comme les plus précieux bijoux de poésie que possède l'Espagne. Le curé se lassa de manier tant de livres et voulut que, sans plus d'interrogatoire, on jeta tout le reste au feu. Mais le barbier en tenait déjà un ouvert qui s'appelait Les larmes d'Angélique. Ah, je verserais les miennes, dit le curé, si j'avais fait brûler un tel livre, car son auteur fut un des fameux poètes, non seulement de l'Espagne, mais du monde entier, et il a merveilleusement réussi dans la traduction de quelques fables d'Ovide.